Bonjour à tous les amis, nous sommes lundi et une fois n'est pas coutume, nous allons parler de NBA. C'est pas du tout l'expression que je vais utiliser, mais vous m'avez compris aujourd'hui, une belle vidéo de NBA, dans une belle semaine de NBA puisque nous reprenons nos bonnes habitudes après 3 semaines très spéciales, n'est-ce pas Erwan, qui apparemment a décidé d'être coach de baseball mais des Rockets. Ça se défend, pourquoi pas. Du coach offensif. Ouais, c'est clair, avec le petit truc sur le côté et la casquette, ça te va très bien comme ça, bravo. Merci. Non mais en fait je suis un nouveau fan des Rockets. Non, pas du tout évidemment. Bah, très bien, non, il n'est pas encore fan des Rockets, mais on va en parler en long et en large. Donc je disais que nous revenions à une semaine un peu habituelle, aujourd'hui une vidéo NBA, un First Day Show, le premier depuis 3 semaines, jeudi, donc on est ravis de pouvoir reproduire notre superbe émission du jeudi, ça nous manque un peu. Moi ça me manque clairement, les petits éditos, le bureau, vous recevoir un invité, donc voilà. Tout à fait, donc voilà, on revient jeudi, mais avant ça on a quelques annonces à vous passer. La première c'est que Parasite est un film extraordinaire, le premier film de l'histoire, avoir pris meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur film étranger, meilleur scénario original. Bravo aux Coréens qui nous régalent. Non, plus sérieusement, on va évidemment parler du voyage à Miami, puisque il ne reste quelques places donc pour ce petit voyage entre le Heat et les Pistons. Enfin, il y a 2 matchs, donc le Heat et les Pistons, puis les Celtics contre le Heat avec Wax, avec tout à fait. Polo, laisse-moi 30 secondes, je vais aller lever la chaise, merci. Je me fais engueuler alors que je suis en train de parler, donc je laisse Erwan finir une petite annonce. Polo, t'es un amateur, t'as qu'à mettre plein pot. Tu mets, hop, on continue. Et donc, alors, Miami, pardon ? Tout à fait, on fait de l'apnée, on se croirait dans TPMP. Donc je reviens à Miami et au voyage donc du 9 avril au 14 avril, c'est les derniers matchs de la saison régulière. Donc il reste 3-4 places. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller sur Sport US Travel pour nous rejoindre. C'est à partir de 1 390 € avec donc 2 matchs. Franchement, dans la meilleure période possible en Floride, on va pas se mentir. Ah, 2 matchs, puis 2 matchs de qualité. On va voir donc les Pistons avec Sekou Doumbouya. Et plus André Drummond. Ouais, et André Drummond. Il n'y a plus André Drummond, donc il faudra peut-être remettre l'affiche à jour. Donc on verra Sekou Doumbouya qui prend de plus en plus de temps de jeu. Donc on verra un Français sur le parquet. On croise les doigts en tout cas, normalement ça doit être précis. Une belle équipe du Heat qui régale cette saison. Et Iguodala. Avec Iguodala. Et puis des Celtics fantastiques aussi. On a encore vu hier soir une belle victoire au OKC. Donc voilà, honnêtement, il y a tout. Ça sera, je vous cache pas que avril à Miami, ça correspond avec Spring Break, NBA, voilà. Franchement, il y a moyen de passer une super semaine pour s'éclater et pour quitter un petit peu la morosité pour certains de la France. Et la tempête de vent qu'il y a en ce moment en France. Bref. Il reste 3 ou 4 places. Hein. Oui, il reste 3 ou 4 places, donc n'hésitez pas, hein, si vous êtes plusieurs solo, vous êtes les bienvenus pour participer à tout ça. Est-ce qu'on avait un autre truc à dire ? Non, on a fait le tour. Je crois pas, donc on va pouvoir y aller. Allons sur les Rockets à fond, puisque jeudi dernier, à la trade deadline avec Nicolas Batum en direct, eh bien, nous avions parlé de ce trade Capella envoyé du côté d'Atlanta et Robert Covington qui a intégré l'effectif des Rockets. On voulait revenir sur les 3 premiers matchs justement joués avec cette ultra small ball, donc sans grand avec PJ Tucker 1,96 en poste 5, je mets des grands guillemets. Regardez donc le bilan comptable depuis le trade de Clint Capella, une très belle victoire sur le parquet du Staples Center, peut-être un peu en trompe-l'œil, on va en parler. Une rouste extraordinaire de Kelly Oubre et des Suns. Et hier soir... Sans Westbrook. Sans Westbrook, tout à fait. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et hier soir, dans une affiche de la conférence Ouest de très haut niveau, un buzzer beater exceptionnel de Bogdanovic. Beaucoup de choses à dire. On vous a mis les pourcentages à 3 points, le nombre de tirs tentés aussi à 3 points, parce que ça va rentrer dans la théorie. Alors, première question très simple, Erwan. Après ce mini échantillon de match, qu'est-ce que tu as pensé de l'ultra small ball ? J'ai pensé tout d'abord, je vais aller sur du positif, qu'il est ultra assumé. On savait qu'en montant ce trade pour que Capella s'en aille, qu'on récupère Covington, qu'on envoie PJ Tucker complètement au feu sur un poste 5, sur des missions défensives, que défensivement on change sur tout, et que finalement on était curieux de voir ce que ça a donné. Et ce qui est intéressant avec ces 3 matchs, c'est qu'on a vu un grand match de la part des Rockets, on a vu un non-match de la part des Rockets, et on a vu un match serré hier face au Jazz. Donc on a pu voir un échantillon mine de rien que sur 3 matchs, mais où on a pu voir 3 aspects différents de cette équipe-là. Je trouve que c'est assumé, que ça fait un petit peu déjouer l'adversaire. Maintenant, combien de temps ça va durer ? Parce que finalement, le bilan, il est de 2 défaites pour une victoire seulement, et que quelque part, même si ça crée des espaces pour Harden et Westbrook, qui sont des vrais joueurs de 1 contre 1, et que quelque part, on n'a jamais vu ça dans l'histoire du basket. Moi, on parle de small ball depuis pas mal de temps, j'ai jamais vu ça. Je reste quand même... Il y a des choses intéressantes à faire, c'est pas encore maîtrisé, donc on peut pas être radical encore, c'est pas maîtrisé.
Il n'empêche que la marge de manœuvre, pour moi, elle me paraît encore réduite. Il ne va pas y avoir 65 changements. Quoi. Regardez le 5 majeur et donc les tailles des 5 joueurs proposés par Mike D'Antoni. Donc Russell Westbrook et James Harden à l'arrière, en 91 en 96. Daniel House, qui me paraît super grand. En fait, il fait même pas 2 mètres. C'est bizarre, non? Enfin, tu sais que moi, dans mon imaginaire, il fait 2-3, alors que pas du tout. Robert Covington est donc le plus grand de ce 5 majeur, 2,01 m. Et PJ Tucker, donc 1,96 m. Ça fait pas grand. On n'a jamais vu une équipe de NBA, encore plus une équipe avec de l'ambition, jouer comme ça. Et il y a cette petite stat qui est sortie pendant le match face aux Lakers, et ce comparatif incroyable avec toutes les autres équipes de l'histoire de la NBA. Eh bien, la seule équipe qui n'a pas de joueurs à plus de 6-6 donc, dans son effectif, eh bien, c'est les New York Knicks de 1962-1963. Alors, parce que Tyson Chandler, hier, est rentré face au Jazz pour faire comme ça sur la remise en jeu, mais j'ai même pas envie de le compter quelque part. En tout cas, contre les Lakers, il n'avait pas joué. Incroyable stat, celle-là. Ouais. On parle quand même du plus haut niveau possible de basketball, et donc là où il y a les plus grands aussi, des mecs de 2,20 m, des mecs de 2,30 m même, et les Rockets font ce choix de jouer avec des mecs de 2 mètres ou moins, quoi. C'est dingue. Ouais, c'est assez incroyable. Et puis maintenant, quand on le voit jouer, moi, ce que j'ai bien aimé sur ces matchs-là aussi, c'est défensivement. C'est une équipe d'intensité. De toute façon, ils sont obligés. Ah, il vaut mieux. Attention, quand tu joues avec des petits, ouais. tu dois tout casser par l'intensité parce que tu n'as pas la taille. Ils ont beaucoup de qualités. Des petites équipes, on a tous joué dans notre petite carrière contre des équipes petites où, du coup, ça défend très fort, notamment sur les lignes extérieures. On les voit, ils changent surtout. Ils le faisaient déjà, mais là, ils le font encore plus, sauf sur les dernières possessions avec Bogdanovic. Ça, alors c'est pas un écran, c'est un croisement, mais bon, on peut en débattre longtemps. Et donc beaucoup de pression sur les lignes extérieures et sur les grands même, on fait les efforts, on passe devant, on vient doubler à l'opposé. Donc et pour un grand, mine de rien. Alors sur un match, on verra sur une série, ça me paraît plus compliqué, mais sur un match, c'est jamais simple. Quand tu as un grand et que tu as des petits qui sont devant, que tu as un petit devant toi, un petit derrière qui vient doubler, ils sont tout le temps dans tes pattes. Voilà, ils tentent des choses, il y a beaucoup d'énergie offensive. Je pense que ça manque encore beaucoup trop de mouvement en attaque, parce que hormis le pick and roll Harden-Westbrook qui amène des choses, c'est beaucoup trop statique, mais ça c'est la faute du barbu qui au bout d'un moment, il va falloir que lui aussi s'adapte. Il n'y a plus Capella pour les pick and roll centraux, donc il va falloir que peut-être qu'il fasse un peu plus, il aurait tout intérêt en tout cas à faire un peu plus bouger la balle. On regarde les stats d'Arden à 35 points, alors qu'il n'y a pas si longtemps, on parlait de lui à 38-39 points. Il était sur des bases de record où il allait peut-être dépasser Michael Jordan avec ses 37 points par match dans les années 80. 35% à 3 points, c'est intéressant. Moi, il y a un truc que je suis allé regarder avec vraiment beaucoup d'attention, c'est la bataille du rebond et donc aussi les stats des grands face aux Houston Rockets. Donc je suis allé regarder, j'ai rien inventé, mais je suis allé regarder les stats des grands du côté des Lakers. Donc Anthony Davis était à 32 points, 13 rebonds, à 14 sur 21 en 40 minutes de jeu, sachant qu'il a vraiment dominé dans ce match-là, Anthony Davis, sur tout ce qu'on voit des Lakers, donc des balles lobées, des relances qui traversent tout le terrain de LeBron, et Anthony Davis, qui est un joueur hyper véloce, arrive à trouver des petits paniers et ainsi de suite. Finalement, c'est dans les fins de match que c'est intéressant, puisque les grands, ils arrivent à contenir les grands. Ça marche pour Rudy Gobert face hier soir. Je regarde les stats de Rudy Gobert. Du coup, lui, il joue exactement 37 minutes, 12 points à 3 sur 6 au tir. Donc, mine de rien, jouer petit. La crainte, c'est d'être dominé au rebond, ce qu'ils ont été sur les 2 derniers matchs face aux Suns et face aux Jazz, mais c'est aussi de ne pas prendre de alley-oop, de ne pas prendre trop de paniers vers le cercle. Et ils y arrivent plutôt bien, en changeant partie. Ils y arrivent plutôt bien sur le moment, avec une débauche d'énergie incroyable. Combien de temps ça va durer? J'en sais rien, mais voilà. moi je vois. C'est que là, en même temps, je sais pas. Il y a quand même des joueurs cadres où il n'y a pas beaucoup de rotation derrière. Quand je vois ce qu'il demande à PJ Tucker, qui est héroïque, qui est fantastique à voir, qui est un exemple à montrer. Thomas, dans quel état il va arriver en playoffs? Ah ça c'est pas mon problème. Hein. Non mais c'est pas ton problème, je me doute, mais c'est un problème qu'il faut mettre sur la table. Je fais dans quel état vont arriver ces mecs en playoffs? Tant ce basket-là demande énormément d'énergie, d'envie. Westbrook est assez exemplaire. Je reviens sur le problème Harden, qui lui, pour le coup, n'a pas changé d'attitude. Westbrook, depuis un mois, a changé d'attitude quand il y a eu cette stat terrible sur son... Depuis décembre, il a changé. Ouais, sur son nombre de tirs pris à 3 points et les conséquences que ça avait sur le résultat du match, il a changé. Il y en a qu'un qui ne change pas et qui est persuadé qu'en jouant nonchalant à 2 à l'heure avec des pourcentages et au-delà de ces pourcentages, c'est des sélections de tirs encore qui sont cata. Moi, je dirais toujours Harden à 12 paniers à 3 points pris par match tous les jours. Par contre, c'est la sélection qui est honteuse. Et je crois qu'il détient, lui, la clé réellement de... Si Houston veut vraiment tenter un énorme coup en disant on va à fond là-dedans, il faut que lui change d'attitude complètement. Ouais, mais moi, là, quand tu me dis ça, j'ai l'impression que
ce facteur Harden, il change rien, qu'il joue petit ou grand en fait. Qu'est-ce que ça change là, ce que tu me dis, tu aurais pu me le dire il y a une semaine. Et d'ailleurs, on le disait. D'accord, on le disait, mais justement. Qu'est-ce que ça a changé de petit, pas petit. Ce que ça change, c'est que je vois comment Westbrook, quand il gagne à Los Angeles, et hier, il est incroyable. Il est exemplaire. Hier, il est encore incroyable. Donc, la passe sur PJ Tucker main gauche, elle est merveilleuse dans le corner. Il joue pas à Phoenix, mais Westbrook, vraiment, voilà, il s'est mis dans un mode, je veux tenter. On peut faire un coup, je vais tenter quelque chose avec un basket atypique qui lui convient bien. Parce qu'il se retrouve en bune à bune souvent. Hier, on l'a vu notamment sur Rudy Gobert. Il tente des choses, voilà, dans ce basket un peu fou, un peu farfelu, il s'y retrouve, Westbrook, et surtout, je pense qu'il s'est remis un petit peu en ordre. Donc, mais à côté, moi je trouve qu'Harden fait du mal encore à cette équipe-là par moment quand il monte la balle à 2 à l'heure, qui fait cac, et que maintenant Harden, surtout que depuis 1 mois et demi, qu'est-ce qu'on fait? On double énormément sur lui, on lui met des vrais défenseurs en mission sur lui, on lui laisse moins de liberté. Mais du coup ça c'est profitable, le premier qui en profite c'est Westbrook. Les Lakers sont choisis pendant tout le match. D'ailleurs, moi je comprends pas ce choix-là. Je pense vraiment que faire des prises à 2 sur un arrière pendant tout le match c'est pas la bonne solution. Ou alors il est dans une, tu vois, comme Lillard ces derniers temps il était à 50 points par match. Là tu choisis ça. Mais en ce moment, Harden est pas assez fort, je mets des guillemets évidemment, mais il n'est pas assez fort pour lui faire des prises à deux tout le temps. Il faut d'abord voir dans quel match il est. Tu défends sur lui normalement. S'il est à 20 points à la mi-temps, tu changes un peu. Mais là, aujourd'hui, Westbrook est le meilleur joueur de l'équipe au vu de ses productions. Il est encore à 39 points hier soir, à 18 sur 33, des stats de très haut niveau. Et surtout, lui, il se régale de soit du pick and roll, hop, il ouvre et il peut jouer, ou il y a une prise à 2 claire sur Harden. Harden n'est pas du tout dans un truc de croqueur. J'ai l'impression qu'il s'en fiche un peu des stats en ce moment. Et il lâche vite la balle à Westbrook. Et Westbrook, c'est vrai que sur du 4 contre 3, on va pas se mentir, il est très fort en ce moment. Ah mais là, moi, je te rejoins complètement là-dessus. C'est-à-dire qu'aller trapper, et c'est à coûter le match aux Lakers, aller trapper Harden très tôt sur la possession, très haut. Harden il lâche la balle et derrière sur du. Ça reste un joueur de calibre MVP. Et derrière sur Westbrook, sur des espaces comme ça en surnombre, il est très fort pour finir avec la faute ou pour trouver des passes. Et c'est là où l'ultra small ball est hyper intéressant. D'ailleurs, quand je regarde les matchs, c'est vraiment ce que je me dis des Rockets, c'est que j'ai l'impression qu'ils veulent contrer cette idée qu'il va y avoir des trappes sur Harden, parce que la réalité c'est que envoyer à Capella, bah oui ça marchait, mais sauf que maintenant Westbrook en deuxième meneur entre guillemets, eh bien il a soit McLemore, soit Tucker, soit Covington, enfin bref, tous les shooters, soit Eric Gordon, soit Sefolosha, j'en sais rien, avec qui il y aura toujours un mec libre. Pour qui il y aura toujours de l'espace. Et c'est ça leur truc en fait. Après, il y a quand même beaucoup moins de paniers faciles qu'ils avaient Capella sur du alley-oop là. Ouais, mais Mike D'Antoni préfère un tir à 3 points ouvert qu'un drive. C'est-à-dire qu'il y a 3 semaines, c'est-à-dire que s'ils n'étaient pas à droit, c'était compliqué. Là, maintenant, s'ils ne sont pas à droite, ils ne peuvent pas gagner. Voilà, c'est encore plus. Donc c'est ce que je dis depuis le début. Il assume complètement ce small ball. Maintenant, j'ai l'impression que autant d'autres équipes, les Lakers, les Clippers, les Celtics de l'autre côté, les Raptors, les Bucks, peuvent s'adapter selon avec des 5 majeurs un peu différents. Pour les méformes, les gars forts en face. Voilà, exactement. Oui. Les Rockets, il n'y a pas d'adaptation possible. On est avec ces mecs-là, on meurt avec ces mecs-là. Un TGV, ils sont sur des rails et ils peuvent absolument pas changer. Si ça déraille, tu n'as aucun moyen de changer la donne. Pour revenir sur l'adresse, tu peux me remettre, s'il te plaît, Polo, le tableau des 3 matchs, puisqu'on va revenir sur le pourcentage à 3 points et le nombre de tirs tentés, parce que, évidemment, il y a d'abord ce tableau, donc contre les Lakers, franchement, ils gagnent parce qu'à la fin, Covington met 2 tirs incroyables, Eric Gordon en met 1 aussi, je pense que j'en oublie un, mais dans les 2 ou 3 dernières minutes, ils mettent 4-3 points, donc évidemment 4-3 points contre n'importe qui, normalement tu gagnes, sachant que c'était un match serré, et où on sentait que c'était kiff-kiff entre les deux. J'aimerais bien qu'on revienne sur le début du match des Lakers, si tu le veux bien. Ouais, très bien. Comment t'as pas senti que les Lakers étaient... Alors ils font un début de match honteux, les Lakers, face aux Rockets, mais ça s'explique parce que t'as vu dans le jeu de transition offensive des Rockets, tout le monde remplit les couloirs, il n'y a personne dans l'axe, Javal McGee, il replie, il est sous le cercle, il est dans l'axe, il n'y a personne. Comme un grand. Du coup, ça donne des tirs ouverts à 3 points. Donc, il faut s'adapter à ça. La vraie qualité de ce small ball, c'est que ça fait déjouer les équipes, c'est que ça perturbe parce que c'est quasiment du jamais vu. Vraiment dans l'histoire, dites-moi dans les commentaires, mais moi j'ai jamais vu ça. Même les Warriors c'était pas ça. Ouais, même les Warriors c'était pas ça. Mais là de remplir que les couloirs, laisser un grand axe de 1 contre 1, parce que des fois on dit c'est bien d'avoir un grand pour amener les défenses là-dessus, mais du coup dès que tu passes ton joueur, t'es au lay-up. Après ça dépend qui est dessus. Si c'est Kyle Kuzma, un trou noir défensif qui sent pas vraiment les couilles de la défense. Ouais, quand t'as Westbrook qui sont tes maîtres à jouer, qui sont très agressifs sur les 1 contre 1, dès que t'es passé, l'aide en plus
plus, comme tout le monde est en fer à cheval, ben, les mecs, les LED, surtout NBA, elle est encore vraiment très très loin. Et du coup, ben, c'est là où ils se donnent des paniers faciles. Bien sûr, et heureusement qu'ils se donnent des paniers faciles là-dessus, parce que de toute manière, c'est soit de la transition des lay-up, soit du 1 contre 1 des lay-up, soit des 1 contre 1 des tirs à 3 points, soit des passes des tirs à 3 points. De toute façon, il n'y a rien d'autre dans leur jeu. En tout cas, revenons donc encore une fois aux 3 points. Les Rockets sont donc la première équipe aux tentatives à 3 points, au panier marqué à 3 points aussi, plus d'une quinzaine par match, et donc un pourcentage bas au niveau de la ligue, mais quand on prend autant, c'est normal de ne pas être à 40%. Donc ce que je vois, moi, c'est que pour gagner, ils doivent être à au moins 37-38% à 3 points. Sinon, ils perdent. C'est ce qui s'est passé sur les 2 derniers matchs. Contre les Lakers, ils sont à 42. Contre les Suns, ils sont catastrophiques, donc ils ne peuvent pas gagner. Et contre le Jazz, ils sont en position de gagner parce qu'ils sont à peu près à droit au tir. Revenons sur les Suns. Alors, ok, il manque Westbrook, mais chez les Suns, ils prennent pas une volée. Ils explosent en un quart temps. Bah, ils sont à moins 20 à la fin du premier quart. Hein, donc. Le match commence, bam, 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 brique, C'est un non-match. brique. Ouais, mais le problème, c'est que derrière, il n'y a pas un moment donné où tu es à moins 12 dès le premier quart-temps, tu arrives à resserrer un peu, à avoir des possessions longues, à mettre la balle à l'intérieur pour provoquer des fautes. Ça, il n'y a pas. Donc, ça veut dire que quand ce plan-là, on a toujours dit que d'Anthony n'avait pas de plan B, mais alors là, j'ai l'impression qu'il a. Tu vois, c'est all-in. Donc, en fait, il y avait un plan B avec des alley-oops de Capé là, quelque part. Et face à Houston, qui est quand même pas un ogre de la Ligue et de la Conférence Ouest, ils mettent pas dedans, ils sont dans un mauvais soir. Que les Oubry les démontent aussi. Et tu prends Covington pour défendre sur ce type de joueur-là. Ils sont ciblés. Ah bah oui. Je peux dire que les Suns, ils ont regardé le match des Lakers, ils ont fait bon, très bien, on a compris. Et le début du match, tu regardes avec Oubré, qui met des dunks près du cercle. Et avec Eaton. C'est mieux, parce que j'ai jamais vu un dunk lundi sur. C'est vrai. Blake Griffin, peut-être, une fois. Et Eaton aussi, ils les ciblent à l'intérieur, ils leur font très mal à l'intérieur, ils leur cassent le rythme. Ça leur casse un peu aussi quelque part leur adresse, même s'ils sont dans un jour sans. Et à la milieu du deuxième quart-temps, merci, bonsoir, vous pouvez aller à la douche. Complètement. On n'a pas vu vite fait les pourcentages à 3 points de tous les role-players, donc puisqu'il n'y a que des shooters, en tout cas des gars qui peuvent tirer dans cette équipe des Rockets. Vas-y mon Polo. Alors Ben McLemore qui fait vraiment une incroyable saison est à 30%. Daniel House 38, PJ Tucker 37 quand j'arrondis, Covington à 35 à peu près, Austin Rivers, Eric Gordon, sachant qu'on a vu tout à l'heure que James Harden est à 35-6 lui aussi. Donc ce sont des pourcentages intéressants. Il n'y a personne qui est dans un écart. Il est plus proche de 22 que de 35-6 Harden. Hein. C'est pas faux. Mais donc du coup, les stats qu'on vous avance, c'est que dans des volumes immenses, tu as quand même des shooters plutôt fiables. C'est ça le truc. Et que quand je vois Covington qui est capable de clore des matchs, hier il met un tir à 3 points qui doit faire gagner les Rockets, PJ Tucker met un 3 points qui doit faire gagner les Rockets, contre les Lakers, c'est ce qui s'est passé. On a compris leur plan de jeu. Maintenant, la question qui va se poser, c'est sur une série contre n'importe quelle autre équipe, comment vont-ils se comporter face à des équipes qui vont jouer grand, qui vont jouer le rebond, qui vont jouer le contre, qui vont jouer l'assise défensive et donc un peu plus de calme, de tempo calme sur un match. C'est la seule question. Et moi, ma réponse, je l'ai depuis le début. J'ai pas besoin d'avoir des matchs ou des défaites des Lakers face aux Rockets pour savoir que sur une série, ils ne passeront jamais. Alors, ils passeront peut-être un tour, 2 tours peut-être. Mais quand le niveau va s'élever réellement avec des équipes qui sont hyper bien structurées, qui ont des armes, comme on dit depuis tout à l'heure, sur les postes intérieurs, extérieurs, plusieurs manières de jouer, ainsi de suite, ils ne passeront jamais. Après, je pense qu'ils peuvent vraiment créer de vrais problèmes. On a vu, même, oui, mais encore heureux. Même si c'est la NBA, ils ont des vrais gars. Même si c'est la NBA, on a vu qu'ils pouvaient causer des problèmes et que du coup, on était à 5 autour de la ligne à 3 points et en jouant un pick and roll Harden-Westbrook, il y a 2 ans, tu m'avais dit ça, je fais mais qu'est-ce que tu racontes ? Eh ben, ils arrivent quand même, ça crée des problèmes défensifs. Mais heureusement, non ? Laisse-moi finir. Donc je pense que, et puis mine de rien, ça fait que 3 matchs qui sont là-dessus. Je pense que quelque part, ils vont encore creuser des formes de jeu, des zones où ils peuvent vraiment créer des vrais soucis. C'est vrai que hier, quand on voit Gobert sur Westbrook, il y a un vrai mismatch et il l'impose, il le joue, peut-être pas presque pas assez à mon goût, mais en tout cas, ils lui font mal par moment quand il met ses 2 tirs avec la planche, qui va le jouer, qui lui met le N1. On voit que là-dessus, ils arrivent à cibler. J'espère que quitte à l'assumer, et c'est ce qu'ils font, ils vont être aussi un peu plus chirurgical. C'est-à-dire que chercher beaucoup plus les match-up, et c'est là que je reviens à Harden, qui par moment rentre dans ses petits délires et tout. Il faudrait que sur chaque possession, ils arrivent à avoir ou un tir ouvert, ou avoir un match-up favorable. Et je trouve que c'est là où ils doivent progresser dans leur collectif, c'est dans le mouvement du ballon, et surtout cibler. Ça veut dire que, comme ils n'ont pas de marge de manœuvre tactique et stratégique, c'est-à-dire que toutes leurs possessions, elles doivent être ciblées sur un match-up favorable. Mais là, regarde, à 5, ils ont énormément de tirs ouverts. Hein.
ils tirent plus de 40 fois à 3 points. Ils ont énormément de tirs au vert, sur de l'extra-pass, sur du kick. Ça change rien à la théorie de base. Ils ont encore des tirs qui sont pas des bons tirs. Lesquels, par exemple? Quand Harden fait du 1 contre 1, c'est ces tirs. Non, mais même des fois, tu as l'impression que tu as 2 mecs en corner, ils se marchent dessus. C'est arrivé, ça, sur les 3 matchs que j'ai regardés. Des fois, ça coupe. Ah, t'es là, pardon. Donc, ils doivent encore se régler sur le spacing de tous. Je trouve que, quitte à aller jusqu'à fond dans cette tactique-là, et c'est ce qu'ils vont faire, il faut qu'ils soient encore. Ils peuvent pas donner de possession. Il faut vraiment que chaque possession soit bien réfléchie. Mais admettons qu'ils arrivent à faire ça, qu'ils arrivent à 100% du potentiel de cette stratégie. Admettons. Il n'empêche, et c'est le problème des Rockets depuis 3 ans, c'est que pour passer dans une série, ils ne peuvent pas être moyens. Moyen, c'est 35% à 3 points. 35, c'est la moyenne NBA. Donc pour gagner des matchs comme contre les Lakers, ils doivent être à 42% à 3 points. Ce qui, pour moi, quand tu élèves, il y a que les Warriors vite fait par-ci par-là, ou les Spurs 2014 contre Miami en finale, où on n'a jamais vu autant d'adresses et un jeu aussi léché. Donc finalement, ils se reposent sur une stratégie qui ne peut pas marcher, qui ne demande que des exploits. J'ai une question pour toi. Est-ce que dans cette forme de jeu-là, complètement, je te dis, on va à fond là, dans le small ball et dans l'adresse à 3 points, est-ce qu'on peut y mettre un peu plus de maîtrise? Peut-être, mais ça change quoi? Parce que la maîtrise, c'est quoi? C'est d'avoir encore de meilleurs tirs. Non, mais les ont les tirs ouverts. Moi, ce que je veux dire, c'est que défensivement, quand même, ils posent des soucis. C'est-à-dire que tout le monde en fait à cheval. Donc, mettre une défense collective pour des aides, déclencher des aides à l'opposé, le mec part de très très loin parce que son joueur est dans le corner ou à 45 à l'opposé. Aide côté ballon avec une équipe de shooters comme ça à proscrire tout de suite. Donc, c'est-à-dire que tu te retrouves avec Westbrook, Harden, qui sont des très forts joueurs de 1 contre 1, qui passent très très rapidement leur vis-à-vis. Et donc, derrière, pour déclencher des aides, ça peut causer des problèmes. C'est en ça que je te dis. Mais par contre, il faut que ça soit chirurgical. Ça change rien. Parce que des tirs, ils vont en manquer. Les rebonds, ils vont pas les prendre. Mais hier, ils sont. Enfin, contre les Suns, c'est biaisé. Il y a 20 rebonds d'écart, ils se font exploser et tout. Hier, les Lakers, ils sont dans le match. Le différentiel avec le Jazz. C'est énorme, 11, attends. C'est énorme. Je te donne juste une À partir du moment où il y a plus de 10 rebonds d'écart, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de secondes chances. Ça veut dire que tu verrouilles. Contre les Lakers, ils ont verrouillé leur rebond défensif. Ça leur a permis d'être dans le match. Mais sur une série playoff, les grands restent grands. Et l'adresse, moi je n'y crois vraiment. Je n'arrive pas à croire que des théoriciens du basket comme Mike D'Antoni, Daryl Morey, des vrais gars, tu vois, des mecs qui gagnent des millions et tout, partent dans ce délire-là. Vraiment, je suis sur le cul. Ah mais pourtant, c'est exactement ce qu'ils font. Et ils vont se ramasser. C'est exactement. Si j'étais fan des Rockets, je serais fou. En tout cas, la bonne nouvelle dans tout ça, et bon, ça c'était fait avant la mutation complète. On a l'impression que c'était cell phase 1 et que là c'est en cell phase 2, le cell final qui perdra d'ailleurs contre Sangoku. Je vous spoil Sangwan, je vous spoil le truc. Mais la bonne nouvelle de ça, c'est que Russell Westbrook est près du texte. Russell Westbrook est très fort. Russell Westbrook joue pour gagner des matchs. Russell Westbrook joue en disant « Moi, je veux être au rendez-vous des playoffs. » Et ce serait le cas en playoff? Ce serait le cas en playoff? En tout cas, il joue comme. Et c'est bien de se préparer. C'est quand même important. Non, mais c'est bien de jouer comme toi. Voilà, parce que tu peux pas faire une saison régulière de merde, arriver en playoff en disant « Je vais être très fort. » C'est vrai. Moi, la vraie interrogation que j'ai, c'est qu'il va falloir que Harden soit plus fort que ce qu'il fait depuis 1 mois et demi. Je veux bien le petit coup de mou. Je veux bien la petite crise d'un mois. Là, moi, je commence à avoir de vraies inquiétudes sur son attitude corporelle, sur sa sélection de tirs. Et quelque part, Capella pouvait permettre les exagérations d'Harden sur les tirs extérieurs, vu qu'il y a beaucoup moins de rebonds. Aujourd'hui, il peut moins se permettre ça, Harden. Et j'aimerais qu'il le comprenne et qu'il s'inspire un petit peu de Westbrook. Je sais que c'est fou ce que je dis, pour être plus juste dans le jeu. Rater des tirs, on s'en fout. Mais quand il prend des tirs en 6 secondes, après 8 dribbles entre les jambes, il fait du mal à son équipe. Ouais, mais c'est lui. Ouais, mais évidemment, il veut quoi? C'est lui. Je sais, je suis d'accord, mais c'est lui. Tu sais, hier, j'ai traduit l'interview de Karim Abdul-Jabbar qu'on sortira. Je sais pas quand, on verra. Qu'on sortira bientôt. Et il dit un truc au bout d'un moment. Je lui parle du skyhook, tout ça. Il me dit, aujourd'hui, tous les jeunes veulent shooter qu'à 3 points, ça les intéresse pas. Je fais, mais aujourd'hui, si on a besoin d'avoir un panier à 2 points, c'est un skyhook qu'il faut aller chercher. Aujourd'hui, plus personne ne maîtrise. Mais quand on a besoin d'un 2 points, c'est la meilleure arme du monde. Pour gagner un match, si on veut. Et ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais voilà, ça, c'est des mecs qui ont gagné et qui savent qu'à un moment donné, pour gagner, où mettre la balle, comment le faire, quelle action amener pour gagner des matchs, pas pour se faire kiffer, pas pour juste dire pour gagner un match, gagner une série de playoffs, gagner une finale de conf, gagner une finale NBA. C'est ça le but de ce mec-là. Et aujourd'hui, je trouve qu'il devrait se rapprocher un peu plus de la gagne, de la vraie gagne, et pas simplement se contenter de faire des stats. L'avantage, c'est qu'on sera vite en playoff. Moi, en tout cas, j'ai des certitudes, vraiment, sur Houston. C'est que, au vu de ce que j'ai vu depuis ces dernières années, leur style de jeu, l'évolution, vers quoi ils veulent aller,
vu comment ils ont perdu face aux Warriors l'année dernière, vu comment ils ont perdu face aux Warriors l'année d'avant, et d'ailleurs je pense qu'ils n'auront jamais d'aussi bonne équipe que l'équipe avec Chris Paul d'il y a 2 ans. Ça se tient. Au vu de ce que fait James Harden dans les grands moments de playoff, c'est-à-dire ne prendre 2 tirs, enfin prendre 50 tirs dans un match de saison régulière et prendre 2 tirs dans un 4e quart-temps d'un match 6 de playoff, malgré l'arrivée de Westbrook qui effectivement fait une très belle saison, s'est remis en place et qui lui aussi dans les grands moments de playoff, eh bien c'est une cata ces dernières saisons. Je suis vraiment dans la crainte la plus totale. Je ne vois pas comment ils pourraient passer des tours et être champions parce que c'est leur but. Donc je ne vois pas. Alors peut-être que ils le seront, bravo, ils vont taper les Clippers, les Lakers, waouh, ce sera incroyable et tout. Mais je ne vois pas comment c'est possible. Même si je vois les bons côtés des trucs, c'est impossible qu'ils gagnent. Ah mais moi non plus, je ne mettrais pas un billet, je ne mettrais pas 10 € sur cette équipe, ne serait-ce même qu'en finale de conf. Mais il n'empêche que j'étais très circonspect à l'idée de ce choix de lâcher Capella et de jouer l'ultra small ball. Je trouve que si D'Antoni va au bout du truc tactiquement et creuse vraiment et arrive à être un petit peu plus sur des séquences où là on peut faire mal, et qu'ils arrivent à contrôler un peu mieux le tempo, mais le problème c'est qu'il fait pas ça. Oui. Là il a juste il met juste non mais je te dis ce que j'aimerais voir. Ouais, là il met juste 5 chiens fous. Heureusement, Westbrook amène un petit peu de contrôle. Oui, c'est assez fou de le dire de ma bouche, mais il amène du contrôle. Faudrait que les deux soient magiques. Et en ce moment, Harden ne l'est pas du tout. Et j'ai si tu comptes sur la magie de tes meilleurs joueurs, t'es dans la merde. Et j'ai l'impression qu'Harden, aujourd'hui, comme il est dans un creux depuis un mois, il est plus ennuyé par sa crise d'adresse à lui que par les résultats de son équipe. Peut-être. En tout cas, on est allé regarder, on a entendu plutôt Charles Barkley et Kenny Smith parler de comment défendre sur cette équipe, comment défendre sur James Harden. C'était intéressant. C'est sur TNT, je crois que c'était hier soir. Regarde à quoi ça ressemble. Kenny Smith nous dit, voilà ce que je dirais aux joueurs. S'il y a un joueur dans le corner, vous ne le quittez pas. Laissez-les marquer des paniers à 2 points et on va gagner car on est plus grand et plus solide. Donc sous-entendu, aucune aide à l'opposé du ballon, en overplay total, ce qui est complètement fou dans le basket moderne. Le but, c'est quand même d'aider ses coéquipiers quand ils sont passés. Charles Barkley nous dit, je ne ferai pas de prise à 2 sur eux, je les laisserai mettre 35 points chacun. À 2, ça ne fait que 70. Alors là, Charles, ça c'est un super calcul, hein. Mais même tu peux dire 40 et 40, hein. Mention au bac S. 42 et 42, hein. Ouais. Non mais c'est vrai. Ou 50 et 50, hein. Il compte sur de l'adresse. Il faut jamais que ce soit le facteur numéro 1 de ton équipe, et tu comptes sur la magie de tes 2 meilleurs joueurs. Certes, qui peuvent l'être, mais sur une série, c'est impossible. Même les Warriors, ils passent à côté. On est dans une utopie. Tu vois ce que je veux dire ? On est dans une utopie, dans un fantasme complet. Mais il n'empêche, je vais te dire quelque chose, que les 3 matchs que j'ai regardés des Rockets là, je les ai trouvés quand même plus agréables à voir jouer qu'avant. Mais ça, on l'explique comment ? C'est la faute de Capella ? Non, justement. T'abuses. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas du tout la faute de Capella, mais je trouve que mine de rien, c'est une équipe qui est un peu plus agréable à regarder sous cette forme-là. Alors c'est que le début, ça court, il y a de la nouveauté, Covington amène des choses. Mais que la fin de période avec Capella où Harden était dans des excès incroyables. Non, c'est évidemment pas la faute de Capella. C'est surtout James Harden qui phagocyte beaucoup trop de choses à mon goût. Et je crois qu'il devrait s'inspirer de Westbrook, de laisser par moment un peu le jeu venir à lui plutôt que tout forcer. En tout cas, Houston, pour clôturer cette vidéo, est 5e de la conférence Ouest avec un bilan de 33 victoires pour 20 défaites. Les Lakers sont toujours premiers, ils ont 7 victoires d'avance. Denver et les Clippers sont à égalité 37-16. Le Jazz, donc, qui fait un petit écart, mine de rien, avec les Rockets sur cette victoire. Il y a une victoire et demie, donc c'est pas grand-chose. Hein. Mais ça compte, avec l'avantage du terrain, quand t'es 4 et 5, on verra comment ça va se terminer. Et pour finir tout ça, voici le programme qui attend nos amis texans. Ils vont jouer dans un superbe match le 12, donc on est le 10 dans 2 jours. Ils vont jouer contre les Celtics. Attends, j'ai cliqué sur les stats. Si je clique sur les stats, ça va pas marcher. Ils jouent contre... à la fin du mois d'ailleurs. Tout à fait, absolument. Alors regarde, ils jouent contre Boston, contre les Warriors. Ils rejouent contre Utah. À Utah cette fois-ci, ça c'est samedi soir, les Knicks, Memphis, Boston, et donc on y sera, ça c'est le 1er mars, oui, puisqu'on part avec Spurious Travel du côté de Boston pour voir un énorme Rockets Celtics. On espère ne pas avoir de blessés, mais c'est un affrontement de très haut niveau, et on pourra reparler du small ball qu'on aura vu en vrai cette fois-ci. Dernière question, est-ce que tu imagines enchaîner, pourquoi pas une série de défaites? Ça fait 2 d'affilée, mine de rien, ils ont un calendrier pas facile. Est-ce que tu imagines enchaîner quelques défaites et se mettre en danger éventuellement dans la course au play-off? Non. C'est une forte équipe. Très bien. Forte équipe ne veut pas dire top équipe, mais ça, quant à Harden et Westbrook... seront faits.
Là, moi je vois Boston, tous les matchs ils peuvent les prendre. Hein. CF, le match contre les Lakers, ils peuvent aussi en perdre. Mais on verra en tout cas, avec un échantillon de match un peu plus important, est-ce qu'ils changeront quelque chose? Est-ce qu'ils iront chercher un pivot? Et Joachim Noah est sur le marché. Tu peux imaginer aller chercher un mec, donc au moins pour te donner une chance d'avoir un grand sur le banc. Ce sera intéressant en tout cas à suivre. Il reste 3 semaines pour le marché des buyouts. Mais je pense que c'est encore en train d'être peaufiné. Ça fait que 3 matchs. C'était intéressant de voir ces 3 matchs, mais je pense que tactiquement, mine de rien, je peux pas imaginer autrement ils sont trop prévisibles. En 3 matchs, on a déjà tout compris. Donc je pense que D'Antoni et son staff, ils vont quand même un petit peu avancer à visage caché, j'espère pour eux, quoi. Parce que là, ils sont en mode Titanic, Jack. Je croise les doigts pour Tom Chiaravino, qui, franchement, entre l'arrivée de Westbrook et finalement tu le kiffes, alors que c'est un peu ton ennemi, tu connais et tout, à l'Ultra Small Ball, c'est une saison très compliquée pour les amis des Rockets. D'ailleurs, si vous êtes fan des Rockets, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, c'est très intéressant. Faites comme moi, faites comme Erwan, soyez le bandwagon de Russell. Dites-nous. Merci en tout cas merci à tous en tout cas de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve jeudi pour un super First Day Show. Je pense qu'on va parler de Zion parce qu'on n'a pas encore eu le temps d'en parler. Lui aussi, pas mal d'échantillons de matchs et de très bonnes choses pour le numéro 1 de la dernière draft. On pourra parler des Pelicans, de Lonzo, de Brandon Ingram. Il y a plein de Jackson Hayes qui insultent tout le monde, pardon. Et des Raptors, absolument les Raptors qui sont sur une série, la plus grosse série de leur histoire, ils sont à 14 victoires d'affilée. Ils sont comme ça nos amis, Van Vliet est merveilleux, Siakam aussi. Bref, Kyle Lowry évidemment All-Star. Donc on parlera tout à fait, Polo, dans un focus, je pense, de cette équipe des Raptors. Ça te va mon Polo? Eh bien très bien, on vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et puis on se retrouve sur les réseaux sociaux. Comme toujours, ciao.